Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio à 8h15, l'édito tout de suite de Céline Pina. Bonjour Céline Pina. Bonjour Benjamin. Vous voulez revenir ce matin sur le temps d'échange à l'école proposé par Emmanuel Macron pour parler du racisme et de l'antisémitisme. Oui Benjamin, le viol d'une enfant de 12 ans par des gamins d'un âge similaire, cela parce qu'elle était juive et le tout en invoquant la Palestine, était à la fois inimaginable et pourtant pas étonnant. Une partie de la population a été chauffée à blanc par les envolées lyriques d'une partie de LFI sur le génocide qu'infligerait Israël aux Palestiniens. Peu importe qu'il n'y ait pas de génocide, ces accusations servent à déchaîner la haine des Juifs. Vous savez quel imaginaire ont invoqué les gamins qui ont infligé ces horreurs à une enfant de 12 ans ? Celui du crime contre l'humanité commis le 7 octobre en Israël. On se souvient tous des jeunes filles dont les pantalons tachés de sang témoignaient des viols qu'elles avaient subis. Or, une partie de nos députés ont qualifié les commandos du Hamas ayant accompli cela de résistants. Et LFI en a fait même une stratégie de campagne pour conflictualiser la société. Ainsi, pour de jeunes décérébrés qui vivent dans des banlieues islamisées ou dans des familles chez qui l'engagement pro-palestinien masque mal l'antisémitisme virulent, violer devient donc résister. Ici, le viol n'est pas lié au désir, c'est une arme punitive, une façon de dépasser toutes les limites que l'on doit au corps de l'autre, une volonté de détruire et d'humilier. L'imaginaire que cela invoque est terrible, mais il vient de notre propre débat public. Donc la demande du président Macron d'organiser ce temps d'échange à l'école sur le racisme et l'antisémitisme, il vous paraît légitime ? Oui. Mais l'homme à la main noire, tout ce qu'il entreprend réveille les fractures de la société. Mais il y a bien pire. Comment avoir un temps d'échange sur ces questions alors qu'il n'y a plus de consensus sur la façon d'aborder ces notions ? Antisémitisme et racisme, par exemple, ne relèvent pas des mêmes mécanismes. Les mélanger en permanence est contre-productif. Le racisme, croyance en ce que les hommes d'une autre couleur que les blancs sont inférieurs, engendre l'esclavage notamment, l'exploitation de l'autre vu comme une bête. Mais l'antisémitisme, lui, où le juif est vu comme supérieur, plus rusé, plus calculateur, plus riche, engendre la Shoah et les pogroms. La différence, dans le cas des juifs, il n'y a pas de limite dans ce que l'on peut infliger à un corps, jusqu'à la profanation même. L'idée de la supériorité a engendré la nécessité de détruire les Juifs en tant que peuple. Ce n'est pas qu'il n'existe pas de crimes racistes, mais nul n'a théorisé l'idée de détruire les Africains, ni n'en a fait un concept politique qui lui a permis de dominer son environnement. Or, cette réalité devient difficile à dire. Opérer des distinctions est mal ressenti. Même la définition du racisme a changé. Pour certains, ce n'est plus refuser à d'autres hommes l'égalité en droit à raison de leur couleur de peau, mais cela suppose que les Blancs détiendraient des privilèges de race qui font d'eux les créanciers des esclavagistes et les Noirs les créanciers de ceux qui les ont opprimés. Il n'y a donc plus de quête d'égalité, mais une escalade d'exigences de pénitence. Alors aujourd'hui, ce temps d'échange, comment peut-il se dérouler ? Quelle forme va-t-il prendre ? Le contexte qui impose cette intervention à l'école ne peut être ignoré. Mais si c'est la réalité qui impose d'aborder ces thèmes, les enseignants ressentent-ils la nécessité ? Le lisent-ils tous de la même manière ? Que faire si un professeur décide de choisir de traiter plutôt de l'islamophobie, par exemple ? Que dire si un professeur explique que l'État français pratique le racisme systémique, comme cela se dit dans un certain nombre de cadres ? Que faire si cela suscite en plus des menaces de mort ? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que le professeur lise par exemple une lettre écrite par le président ? Mais est-ce qu'aujourd'hui les professeurs l'accepteraient seulement ? Ou est-ce qu'ils le vivraient comme une atteinte à leur liberté pédagogique ? En fait, la vraie question, c'est sommes-nous encore capables de nous indigner collectivement sur une affaire atroce parce que nous la comprenons et nous la vivons de la même façon ? Eh bien, c'est parce que la réponse à ces questions n'est pas évidente que d'autres jeunes filles juives sont aujourd'hui en danger. Merci à vous, Céline Pina. Dites-le franchement, Frédéric Dabi, vous nous avez rejoint, vous avez entendu à l'instant l'édito de Céline Pina, ça vous fait réagir ? Oui, je trouve que ce qui a été dit est très juste. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les fractures générationnelles dans mon livre sur la jeunesse et effectivement, presque une majorité de jeunes considèrent qu'il y a un racisme systémique sur ces questions-là. Il y a de plus en plus une fracture entre jeunes et moins jeunes. La définition de la laïcité, ce concept sikh d'islamophobie qui est maintenant mobilisé ouvertement dans l'espace public, et j'invite tout le monde à lire
fameux petit livre de Charb, lettre ouverte aux escrocs de l'islamophobie, parler d'islamophobie comme le fait par exemple très fortement, systématiquement, par tweet, par discours Jean-Luc Mélenchon, c'est installer une confusion dans l'esprit des Français entre le droit de se moquer d'une religion qui est permis en France et l'interdiction bien sûr de discriminer, parce que le racisme c'est d'abord des discriminations, l'impossibilité pour des minorités d'accéder à des droits, et là on n'a pas le droit de le faire. Non, sur la question de l'antisémitisme, quand même des éléments encourageants. On vient de publier hier avec le Figaro la 4e vague d'enquête du baromètre IFOP CRIF sur le regard des Français sur le 7 octobre, les événements du 7 octobre, et ça montre une fois de plus, et je dirais que l'exemple est chimiquement pur, entre une opinion publique des réseaux sociaux qui n'est pas représentative, qui est éruptive, bouillonnante et complètement caricaturale, et l'opinion publique sondagière qui vaut ce qu'elle vaut. Ce n'est pas la réalité, c'est le reflet du réel, qui reste extrêmement clair, stable, avec beaucoup d'invariants. Il est légitime pour Israël d'essayer d'éradiquer le Hamas à 56%. Les actes qui ont été commis le 7 octobre sont des actes terroristes pour une majorité, et pour 36% des crimes contre l'humanité. Seuls 9% voient ça comme des actes de résistance, et une cote de sympathie du Hamas qui n'est que de 4%. On voit très bien ce décalage entre les réseaux sociaux et l'opinion publique silencieuse, pour laquelle, à 72%, s'attaquer aux Juifs, c'est s'attaquer à la République, pour reprendre la célèbre phrase de Manuel Valls. Dites-le franchement, Frédéric Dabi, directeur général opinion du groupe IFOP, vous restez avec nous. Céline Pina aussi, on revient dans un instant sur la suite de nos débats. On va faire le point sur ce rolling pour le premier tour de ces législatives. Beaucoup de choses très intéressantes. Et puis à 8h30, vous le savez, Jean-Jacques Bourdin, son invité politique ce matin, Aurélien Rousseau, ancien ministre et candidat nouveau Front Populaire dans les Yvelines. À tout de suite.